This episode is brought to you by Amazon. The holidays are here, and you know what that means? It's time to get your friends and family the gifts they deserve. Take the stress out of shopping with Amazon's great deals and low prices on a huge range of items from toys to tech and much more. Whoever you're gifting for, Amazon has great prices on everything you need this holiday season. Shop Black Friday week starting November 21st. Un soleil radieux dans la plus belle avenue du monde. La chaleur de l'été semble partie pour rester encore quelques semaines dans le quartier des Champs-Élysées. Ce matin-là, c'est le manège habituel des couples en voyage de noces venus admirer l'architecture de ce joyau français avant d'aller se balader vers les quais de Seine et l'île de la Cité. En 1937, tandis que d'emblématiques enseignes de luxe comme Guerlain ont déjà pignon sur rue, elles sont bordées de salons de thé, boulangeries et pâtisseries célèbres prisées de tous. Cette année-là, Paris accueille pour 6 mois l'exposition universelle, du 25 mai au 25 novembre. Nous sommes le 11 septembre, et l'événement est un succès d'ores et déjà retentissant. Dans la capitale, on ne parle plus que du pavillon des temps nouveaux, un bijou du style avant-gardiste imaginé par Le Corbusier, conçu comme une critique des conditions de vie dans les villes industrielles du XXe siècle. Il propose une vision alternative radicale, basée sur l'optimisation de l'espace, l'hygiène et la fonctionnalité. Ce samedi 11 septembre, tout dans la ville lumière respire la quiétude et le souffle fracassant de l'explosion sème une panique immédiate dans la rue de Presbourg, où l'immeuble du numéro 4 s'ouvre en deux, déversant des tonnes de béton sur les trottoirs. Les vitres des voitures éclatent au visage des passants sidérés, projetés sur le sol avec une violence inouïe. Vite! Appelez les secours! Que quelqu'un appelle la police! On va vous sortir de là, monsieur! On va vous sortir de là! Cette explosion visant le siège de la Confédération Générale du Patronat Français est un attentat. Très rapidement, 3 hommes sont arrêtés. Leur point commun, ils sont tous membres de la Cagoule, un groupuscule terroriste d'extrême droite, formé par des dissidents radicaux de l'Action française. La presse s'empare immédiatement de l'affaire. Et dans cette France déjà fragmentée par les scandales politiques, la tension monte encore d'un cran. En une des journaux, on peut lire partout cette phrase terrifiante. La France échappe de peu à un coup d'État fasciste. 2 mois plus tard, la police judiciaire met la main sur une importante cache d'armes en banlieue parisienne, probablement alimentée par des sympathisants de Franco, en Espagne, et financée par des riches bourgeois convaincus de la corruption du gouvernement. L'affaire focalise tous les projecteurs sur l'organisation clandestine, et, pendant l'enquête, la police établit des liens troublants entre certains membres de la Cagoule et Laetitia Tourreau. Il apparaît que la jeune femme, habituée des bals musettes, avait établi des relations étroites avec le milieu fasciste, par soutien politique ou par intérêt. La police doit à nouveau remonter le temps, et cette fois-ci fouiller jusque dans ses propres archives. Bonjour, je suis Florian. Bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le 3e que nous consacrons à Laetitia Tourreau. En 1937, cette femme d'apparence ordinaire a été assassinée dans le métro parisien. L'enquête qui s'ensuivit révéla ses liens troubles avec la pègre, mais aussi et surtout avec les services secrets français et italiens. Aujourd'hui, je vous parlerai de la Cagoule et des secrets de Laetitia, engagée par une agence de détectives privés et informatrice des renseignements français. Ma chère Laetitia, j'ai l'impression que vous avez fait ça toute votre vie. Et croyez-moi, je connais mon métier. Vous semblez satisfait de mon travail, c'est l'essentiel. Vous ne souhaitez pas répondre à ma question. Vous ne m'en avez pas posé, monsieur. Bien. Laissez-moi vous en poser une autre. Souhaitez-vous travailler ici à plein temps avec moi? Monsieur Oliven nous quitte le mois prochain. Il y a une place pour vous. Vous serez bien ici. Mieux qu'à l'usine, en tout cas, vous ne croyez pas?
Cela fait 2 ans maintenant que Jules, le mari de Laetitia, est mort, la laissant de nouveau pauvre, elle qui, détestée par les parents de son défunt mari, n'a pas pu toucher un centime de son héritage. Elle a dû reprendre un travail chez Maxi, une usine parisienne spécialisée dans la manufacture d'objets en étain. Mais en parallèle, et sans que l'on sache précisément dans quelles circonstances, elle accepte plusieurs missions pour le compte de l'agence Rouff, qui réunit plusieurs détectives privés de talent. Bien qu'enquêtant principalement sur des malversations financières mineures et quelques cas d'adultère, Laetitia démontre des capacités aussi singulières qu'intrigantes pour son patron, Georges Rouffignac. Curieusement, lorsque celui-ci propose de signer un contrat d'emploi plein, elle décline son offre. En 1936, Laetitia jongle en fait entre différentes activités, l'usine, l'agence Rouff et le vestiaire de l'As de cœur. Elle ne semble pas vouloir privilégier l'une d'entre elles, comme si cela lui permettait de cultiver une certaine distance avec ses collègues, ses connaissances, ses patrons. Bien que tous soient particulièrement élogieux à son encontre, chacun rapportera ses propos politiques régulièrement contradictoires. Un jour, elle peut exprimer son mépris des mouvements communistes, et le lendemain, se dire offusquée de la montée du fascisme. On lui prête à raison de nombreux amants de tous bords. L'un d'entre eux, Gabriel Jantet, ne cache pas sa sympathie pour l'extrême droite violente. Et c'est un secret de Polichinelle, il est un membre haut placé de la cagoule. Cela ne semble pas déranger Laetitia, en apparence seulement. Ses talents de filature et la discrétion dont elle sait faire preuve ont fini par interpeller son patron de chez Maxi et surtout la police judiciaire. Si, à l'usine, son chef lui demande d'espionner pour lui les ouvriers communistes qui souhaitent se syndiquer, elle espionne aussi les fascistes et la cagoule pour le compte des autorités françaises. Aujourd'hui, on estime plus que probable que ce jeu dangereux se soit révélé mortel et que Laetitia se soit retrouvée prisonnière de la toile qu'elle avait elle-même imprudemment tissée. À la fin de l'année 1936, elle fait suivre à la police une information capitale qu'elle tient de Gabriel Jantet en personne. La cagoule va recevoir une importante livraison d'armes à la frontière franco-suisse. En quelques jours, le 36 quai des Orfèvres organise l'interception du convoi. Tout est prêt. Mais ce qui devait être une saisie record pour les enquêteurs va tourner au fiasco. Aucun d'entre eux ne se doute qu'ils viennent d'être bernés et que la première personne à en faire les frais sera Laetitia. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Les phares jaunâtres de la voiture éclairent faiblement la route cabossée qui passe à travers la forêt. Dans la nuit noire, seul le moteur du véhicule sonne, aussi froid que l'ambiance est lugubre. La forêt est cernée. Vous avez 10 fusils braqués sur vous. Sortez lentement les mains en l'air. La voiture de police est apparue brusquement sur la route, contraignant les bandits à s'arrêter. Selon les informations dont disposent les policiers, ils sont armés et dangereux. Alors, inspecteur, on a insomniaque ce soir ? Ferme-la, Jérôme. Montre-nous tes mains et mets-toi à genoux. Les 3 malfrats sont allongés dans un lit de feuilles mortes sur le bas-côté, pendant que les policiers fouillent prudemment la voiture. Mais ils ne trouvent rien. Absolument rien. Si ce n'est des piles et des piles de journaux suisses et français. Vous espériez quoi ? Des armes ? Des valises de billets ? Vous savez, inspecteur, l'argent apporte moins à notre organisation que savoir à qui se fier. Petit con. Pourquoi les journaux ? Pour lire. Tu sais lire, toi. T'auras besoin de lunettes maintenant. Si vous permettez une question, inspecteur. Je te permets rien. Vous êtes sûr de vos informateurs ? Pardon, je veux dire... de vos informatrices ? Les renseignements français comprennent beaucoup trop tard qu'ils viennent d'être piégés dans les grandes largeurs.
La cagoule a laissé entendre à Laetitia que des armes allaient être livrées. Parce que Gabriel Jeantet avait des doutes sur elle. Voilà maintenant ses doutes levés. Désormais, il est sûr que c'est une moucharde. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins. Écrit par Clément Prévost, réalisé par Félicien Goisdoué. Dans le prochain épisode, je vous parlerai du dénouement de l'affaire Laetitia Thourot et des zones d'ombre qui persistent encore aujourd'hui. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et étoiles sur vos sites de podcast préférés.